bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h, merci de débuter la semaine en notre compagnie. Ce soir, nous serons accompagnés de Michel Ahmed, le directeur du comité du tourisme. Bonsoir. Bonsoir Abi. Nous reviendrons avec vous sur la participation de Mayotte à ce salon de la plongée sous-marine. Quel bilan aujourd'hui pour le département? Ce sera juste après les titres de la journée. Après plusieurs jours de vent, la pluie est de retour. Notre département a été placé en vigilance forte pluie ce lundi à minuit. Pour alerter la population, Météo France a émis une liste de précautions à prendre. Attention, prudence. Ce matin d'ailleurs, un incendie s'est déclaré du côté de Cavani. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Séance plénière extraordinaire ce matin au Conseil général et ce qu'on peut dire c'est que ça n'aura pas traîné. En 2 petites heures, près de 30 rapports ont été adoptés sans véritable discussion, hormis pour 3 d'entre eux qui auront suscité le débat, vous le verrez. Et puis, la municipalité de Sada ambitionne de développer l'économie et le tourisme. Depuis vendredi, près de 3000 personnes étaient mobilisées pour l'opération Ville propre, au programme nettoyage et plantation. Mais avant de développer ces titres, cet incendie qui s'est déclaré ce matin aux alentours de 11 h, un incendie en plein cœur d'une maison CIM en cours de démolition. Les faits se sont déroulés à Cavani. Fort heureusement, les pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux pour éteindre le feu. Reportage de Shakila Issouf et Jérôme Comon. Malgré les fortes pluies, l'incendie a fait énormément de dégâts. La toiture de cette maison n'existe plus. L'incendie s'est déclaré dans cette maison CIM abandonnée. Pour le moment, impossible de savoir ce qui s'est passé. On aurait pu penser à un feu provoqué par un court-circuit. Or, la maison ne dispose pas de compteur électrique. Les services d'électricité de Mayotte se sont rendus sur place, ainsi qu'un responsable de la CIM pour constater les dégâts. Les pompiers sont venus à bout de l'incendie plus d'une demi-heure plus tard. Donc il s'agissait d'un feu de maison CIM inhabitée. C'est l'un des anciennes maisons de la CIM qui est actuellement en cours de démolition. Donc il y a eu un feu au niveau du toit où il a fallu quand même mettre des moyens assez importants parce qu'il y a quand même une maison en contrebas. Il risquait d'avoir une propagation sur celui de bas où il est quand même habité. Donc les moyens, on a mis en œuvre pour pouvoir un petit peu arrêter la propagation et puis éteindre le feu qui était quand même assez important. Mais sinon, aucun incident à déplorer, le feu a été maîtrisé, donc pas de propagation sur la maison qui est habitée en bas. Une dizaine d'hommes étaient déployés. L'incendie serait parti du toit. Les pompiers appelés par le centre de transmission d'appel ont fait en sorte que l'incendie ne se propage pas autour des habitations voisines. Un appel à la vigilance est lancé pour les particuliers résidant près des arbres. Et vous l'avez vu, la pluie est donc de retour après plusieurs jours de vent. Notre département a été placé en vigilance forte pluie ce lundi à minuit. Pour alerter la population, Météo France a émis une liste de précautions à prendre. Les services chargés des secours et de la sécurité ainsi que les mairies ont été prévenus pour pouvoir réagir en cas d'incident. Alors, où en est-on ce soir? On fait le point avec Camille Leca. La pluie est tombée toute la journée aux 4 coins de l'île et pour cause, depuis minuit, Mayotte est placée en vigilance forte pluie. Sur le bulletin Météo France émis ce matin, on peut noter que la zone de convergence intertropicale s'est reformée à proximité du sud de l'île, ce qui a entraîné la formation de fortes averses jusqu'en fin de journée. Il est aussi indiqué que les pluies sont accompagnées d'orages et de rafales de vent sous grain. Le vent a continué à souffler dans la journée de 30 à 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Parmi les conseils émis par Météo France aujourd'hui, il est recommandé à la population de se déplacer
seulement en cas de nécessité, de tenir les enfants à distance des caniveaux qui peuvent déborder, de ne pas franchir à pied ou en voiture les ravines et les rivières en crue, et de signaler son départ, sa destination et son arrivée à ses proches. Il est aussi vivement conseillé de faire attention à l'eau du robinet qui pourrait rester impropre à la consommation au moins 48 heures après l'arrêt des pluies. Sur la zone côtière, pas de vigilance particulière à observer, mais la préfecture a tout de même communiqué aujourd'hui sur la mise en place du 196, un numéro d'urgence des centres opérationnels de surveillance et de sauvetage. Il est désormais possible d'appeler ce numéro dès que vous êtes témoin d'un problème en mer depuis le littoral. Et puis sachez que des averses sont possibles et même probables tout au long de la nuit. Ces pluies seront accompagnées d'orages et de rafales de vent sous grain. Mayotte reste en vigilance. Forte pluie pour la nuit. Un nouveau bulletin sera envoyé demain matin. Bien évidemment, nous reviendrons en détail sur la météo de demain en compagnie d'Ornella Perrine. Et puis, regardez ces images tournées ce matin à l'hémicycle du Conseil général. Une trentaine de dossiers étaient à l'ordre du jour, mobilité et territoriale ou encore fin des conventions avec les collectivités datant de 2012, partage des biens entre départements et État. Des décisions politiques fortes ont été prises ce matin sous le sceau de l'urgence, il faut le dire. 22 rapports étaient initialement à l'ordre du jour, tels que l'indemnité de départ volontaire pour les agents du Conseil général ou encore des garanties financières pour la CIM. Sachez que nous reviendrons sur ces rapports qui ont été donc examinés ce matin au Conseil général. Nous y reviendrons avec l'invité de la rédaction de demain qui sera Hamadi Saïd, le 3e vice-président du Conseil général. C'est une première à Mayotte. Un contrat pour la mixité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes vient d'être signé entre la préfecture et l'entreprise de transport CMTB basée à Kaweni. Objectif: favoriser l'insertion des femmes mahoraises et surtout dans des milieux professionnels traditionnellement plus masculins. Les explications de Camille Leca. Il n'y a pas de métier féminin ou masculin. C'est avec cette formule en tête que Carla Baltus œuvre pour l'insertion des femmes dans son entreprise de transport CMTB. Le contrat pour la mixité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est mis à disposition des entreprises en France depuis 2011. La chef d'entreprise y a tout de suite vu une chance pour la professionnalisation des femmes mahoraises. Traditionnellement, la femme à Mayotte rester à la maison, donc les personnes n'ont pas forcément fait des études, donc ce sont les nouvelles générations qui arrivent, qui vraiment vont, je pense, de plus en plus s'imposer, et puis on le voit encore, la parité au Conseil général pour les prochaines élections. Donc on est vraiment dans c'est vraiment un sujet d'actualité. Avec le concours de la DIACT et de la préfecture, le contrat signé aujourd'hui prévoit notamment la mise en place de formations, de travaux pour les lieux de vie des femmes dans l'entreprise et une journée de sensibilisation destinée aux 35 salariés. Pour le préfet de Mayotte, le soutien de l'État est entièrement justifié, tant l'initiative est porteuse pour l'économie mahoraise. Et le fait que ça avance, que ça entre dans les esprits, au-delà de la question des métiers, je trouve que c'est une bonne chose, et venant de Madame Baltus, qui est implantée au cœur d'un endroit crucial, dans un métier qui est essentiel pour notre département, eh bien, c'était un coup de chapeau, un salut que je voulais faire. Objectivement, c'est quand même, je n'y suis pour rien, c'est la DIACT qui a fait le travail, Madame Baltus qui est à l'initiative et la déléguée aux droits des femmes qui est là pour ça. Comme le prévoit le contrat de mixité, 50% des coûts d'investissement matériel, 30% des dépenses de formation et 50% des autres coûts seront soutenus par l'État. L'entreprise CMTB devra, elle, justifier devant la DIACT du bon déroulement des actions mises en place. Et puis c'était donc une journée marathon pour Seymour Morsi, puisque cet après-midi, un peu plus tôt, il a visité la mission locale de Mamoudzou, mission locale qui accueille 2400 jeunes de moins de 25 ans
En 2014, la rencontre avec le préfet aura permis à la mission locale d'exposer ses besoins et ses attentes. 4000 jeunes quittent l'école sans qualification. L'accès à la formation et à l'emploi est donc devenu plus qu'une priorité. Reportage signé à Moussa, Nourdine Abdourahim et Leslie Vimedé. Après avoir présenté ses vœux vendredi dernier, le préfet a tenu à visiter la mission locale afin de rencontrer les principaux acteurs qui accueillent, conseillent et accompagnent les jeunes. Sur plus de 11 000 inscrits, quelques 2000 sont formés, dont 820 seulement ont pu décrocher un emploi l'an dernier. Malgré les aides de l'État, la mission locale manque considérablement de moyens. Et ce qu'on attendait de cette visite, c'est qu'effectivement qu'il entende les besoins de la mission locale et que par la suite, il soit celui qui va à un moment donné permettre que tout puisse être mis en place pour que nous puissions réaliser les projets. Nous n'attendons pas forcément, comme il l'a dit, que une réponse financière, mais c'est aussi tous ces besoins de construire avec lui effectivement un partenariat avec l'ensemble du tissu économique, mais aussi les partenaires qui accompagnent les jeunes à Mayotte. Un partenariat qui ne pourra que donner un nouvel élan à la mission locale, qui ne compte que 48 salariés, dont un conseiller pour 240 jeunes. La question de l'avenir pour les jeunes, dont 60% d'entre eux ont moins de 25 ans, se pose. Pour le préfet, c'est plus qu'une priorité. D'abord, par définition, l'État est complètement impliqué, complètement préoccupé par les questions d'emploi, et notamment de l'emploi des jeunes. Et les missions locales s'occupent des jeunes. Et que là où nous sommes, dans un département où quand même 60% de la population a moins de 25 ans, c'est quand même une priorité de la priorité. La priorité avait un double objectif ici, c'était d'une part de les rencontrer, parce que je l'ai toujours fait dans tous mes postes, mais surtout d'essayer d'entendre quelles sont les questions, les problèmes qu'il faut essayer de régler. Alors que 4000 jeunes quittent l'école sans qualification chaque année et que le taux de chômage reste élevé, les formations en alternance et les emplois d'avenir sont peut-être les issues de ce cours. Sada Ville Propre, l'opération a été lancée depuis vendredi dernier. Toute la commune a joué le jeu. Dimanche, l'heure était tout simplement au bilan. En effet, la municipalité de Sada a de grandes ambitions et veut notamment participer à des concours nationaux comme celui par exemple de la ville fleurie organisé par le ministère de l'économie, de l'industrie, de l'emploi chargé du tourisme. Regardez plutôt ces quelques images signées Shakila Issouf et Leslie Vimedé. Embellir le cadre de vie des habitants et des visiteurs de la commune de Sada. Afin de promouvoir le tourisme et développer l'économie de la commune, les élus de la nouvelle équipe municipale mettent la priorité sur la propreté de leur commune et pour ce faire lancent l'opération Ville Propre pour sensibiliser et impliquer la jeunesse à la plantation d'arbres autour des lieux de vie. Pare dagol ket zuri amba fikena mwana vuli fikena mwana vula tomo keti. Organisé par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en charge du tourisme, le concours consiste à attribuer un label Ville Fleurie ou Village Fleuri décliné de 1 à 4 fleurs. Selon les critères de sélection des villes participant au concours, le patrimoine végétal par rapport au fleurissement doit être respecté et compte pour 50% de la note finale attribuée par le jury, la propreté représentant 30% et les actions d'animation et de valorisation touristique représentant 20% de la notation. Donc c'est la première édition de l'année 2015 et sera suivie d'une deuxième édition en milieu de l'année et une troisième édition vers la fin de l'année 2015. Hier on était dans les 1000, en tout cas au-delà de 1000 personnes mobilisées. Et aujourd'hui nous avons mobilisé aussi beaucoup de jeunes parce que nous avons planté pratiquement sur tous les lieux publics de la commune de Sada. En partant de la place de Mangajou, en allant vers la rivière de Mangajou, sur les plateaux, sur l'artisanat. Et en tout cas, nous avons pratiquement planté sur tous les sites
prioritaire pour les plantations. La municipalité compte relancer cette opération 2 fois avant la fin de l'année pour permettre à ce que la commune devienne propre et de manière durable. Ainsi, le Conseil national des villes et villages fleuris, qui est en charge de promouvoir le concours et attribuer le label aux villes, ajoutera sur la liste des candidats pour la première fois la commune de Sada. Voilà une actualité réjouissante, Michel Ahmed, qui eh bien, ne vous est pas indifférente, il faut le dire. Non, actualité qui ne m'est pas indifférente, bien au contraire, parce que, comme je le dis régulièrement, le tourisme est l'affaire de tous, à commencer par les collectivités territoriales, les communes. Et depuis le mois d'août 2014, nous avons entamé Comité du tourisme avec les partenaires DIECT, Préfecture, Conseil général, un marathon pour aller voir les communes et leur expliquer leur mission et leurs compétences en matière de tourisme. Et aujourd'hui, effectivement, ça me fait énormément plaisir de voir que la commune de Sada a compris, une commune avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, qui a d'ailleurs, qui est l'une des 2 premières communes à avoir nommé un référent en matière de tourisme. Et on entend trop souvent que Mayotte est sale, Mayotte n'est pas propre, et voilà un exemple, et j'espère qu'il servira effectivement de valeur d'exemple pour les autres communes. Voilà, Sada qui sera donc peut-être ville fleurie, on parlera de tourisme un peu plus tard dans ce journal, mais d'abord cette réaction, la réaction du nouveau président du MEDEF, sans grande surprise, Thierry Gallarme a été élu vendredi dernier. Une seule liste qui, il l'a indiqué ce matin, était composée de personnes unies autour de projets. Il s'est exprimé ce matin au cours de la matinale face à Patrick Millon. Pour lui, la priorité, il l'a indiqué, c'est la sécurité. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, à court terme, j'ai une priorité, c'est la sécurité des entreprises. Aujourd'hui, je ne connais pas une entreprise de Mayotte qui n'ait pas été cambriée une seule fois. Je ne connais pas une seule entreprise de Mayotte où il n'y ait pas eu un patron, où il n'y ait pas eu une secrétaire agressée. Je vais solliciter monsieur le préfet officiellement sur ce sujet. À Marseille, Nicolas Sarkozy avait nommé un préfet à la sécurité. Je ne dis pas qu'à Mayotte, il faut un préfet à la sécurité, mais en tout cas, il faut que la préfecture s'empare du problème. Nous avons des policiers, des gendarmes de qualité. Il faut qu'on puisse leur donner des moyens d'action. Savez-vous, Patrick Millon, qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance envisagent de ne plus rembourser le vol? J'étais samedi à la caisse d'un supermarché. J'avais devant moi une patronne d'hôtel qui s'est fait agresser. Et la caissière lui dit « Madame, avec mon mari, on ne va plus au restaurant le soir de peur d'être agressé. » Ça sanctionne lourdement les entreprises. On parle beaucoup de fiscalité, mais je connais des entreprises qui perdent beaucoup plus d'argent avec cette délinquance qu'avec la fiscalité. Kawini est aujourd'hui une zone de non-droit. Il y a des gens qui sont obligés, avec leur voiture, de contourner et n'empruntent plus la RN de peur d'être caillassés. Une proposition concrète, installer des caméras de sécurité. Voilà donc pour les propos du nouveau président du MEDEF. Dans quelques instants, on parlera foot, mais d'abord, place à l'actualité en bref dans votre journal. Du nouveau dans le dossier concernant l'importation de viande en provenance de Madagascar. Une mission menée par les conseillers généraux avait été engagée en novembre qui a permis de dégager plusieurs problématiques. L'accord pour le terrain sur lequel l'abattoir doit être construit n'a pas encore été signé, le document n'étant pas conforme. Par ailleurs, la présence de bandes armées spécialisées dans le vol de zébus au sud du pays ont fait craindre le pire. Le projet suit son cours. La dernière réunion de l'Observatoire des prix avait émis des avis pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits figurant sur la liste du bouclier qualité-prix. C'est finalement le représentant de l'État qui a pris les choses en main et sollicité les services compétents pour déterminer quels produits de consommation courante susceptibles d'être ajoutés à la liste sont possibles. Ainsi, 30 nouvelles références vont faire leur apparition au sein de 2 sous-catégories. La première, avec 15 produits, doit lister des produits à prix constant, répondant aux besoins d'une alimentation équilibrée. La seconde devra réunir toujours à prix constant les produits liés à la santé. Pour l'heure, les négociations se poursuivent avec la grande distribution.
Les 12 binômes du MDM qui partent à la conquête du département étaient dévoilés samedi devant plus de 500 militants. Concernant le canton de Pamandzi, le MDM sera représenté par le binôme Daniel Zaidani Souaïra Elhad. Ibrahim Bonaïri ou encore Astami Abdou font également partie des grandes figures qui représenteront le parti en mars prochain pour une lutte qui s'annonce aussi difficile qu'acharnée à une heure où tout le monde semble vouloir être président. Petite page de sport avant d'y revenir, on rappelle à 20 h avec Casport. Mais sachez donc que samedi, c'est le village de Mlira qui a accueilli la finale de la Coupe de Mayotte. Les jumeaux de Mzouazia face à l'équipe de Vaïbé. Voilà l'affiche. Score final 4-1. Mzouazia accomplit un doublé historique. Regardez ces images signées Nourdine Abdourahim. Cela n'aura pas été l'ambiance des grands jours, mais les spectateurs auront été au rendez-vous. Match intense, bien que sans grand suspense. Dès le début, Vaïbé tentera quelques occasions, mais le gardien de but de l'équipe adverse sera à la hauteur. Dès la 12e minute, le numéro 8 de Mzouazia ouvre le score. Un score qui sera creusé quelques minutes plus tard. Les joueurs de Vaïbé se relâchent alors. La première fois qu'on arrive sur ce genre de compétition, nous avec le public on était piégés. Le moment de jouer, peut-être on s'était satisfait du jeu, mais à un moment donné on n'était pas là. Donc voilà, du coup on est passé à travers. C'est un jeu, c'est comme ça, il y a un gagnant et un perdant. Et bon, pour moi c'est la première fois qu'on arrive sur ce genre de compétition. En tout cas, du courage, je sais. On va essayer d'en parler, de faire mieux qu'aujourd'hui. Beaucoup de fautes, des pertes de balles qui s'enchaînent pour les Bleus. Les jumeaux contrôlent le jeu, il n'en faudra pas plus pour marquer un nouveau but. 3-0, le public de Vaïbé perd espoir. Mais avant la fin de la première mi-temps, sursaut du côté des Bleus, Vaïbé marque son premier but. Le match se poursuit même si les deux équipes semblent fatiguées. Les supporters, eux, encouragent fièrement leurs joueurs. Le numéro 8 de Mzouazia, surnommé Messi, réalisera un peu plus tard son triplé. 4-1, il s'agit d'une large victoire pour les Bleus. Moi je suis très heureux, je suis un joueur de Mzouazia très heureux. Je suis heureux de mes joueurs, je suis heureux de mes coachs, mon staff technique et de mon équipe dirigeante. Donc on a fait un travail incroyable, je vais dire, parce que cette saison on a quand même été régulière. Des chants, de la danse, de la joie. Mzouazia s'est imposé largement face à Vaïbé. Après la Coupe de France remportée le 25 octobre dernier, c'est donc un nouveau trophée que les jumeaux vont fièrement exposer dans leur village. Voilà, et puis sachez que toute l'actualité sportive, vous la retrouverez donc dès 20 h grâce à Casport. Et puis, très bonne nouvelle donc pour la commune donc, du côté du sud de l'île, Mzouazia, grand vainqueur de cette Coupe de Mayotte. Il y a un grand vainqueur également, Michel Ahmed. Eh bien, c'est Mayotte qui a, on va dire, qui a largement fait ses preuves au salon de la plongée sous-marine. Effectivement, donc la destination Mayotte a fait ses preuves, continue de faire son bonhomme de chemin, comme on dit, puisque c'était la 17e édition du Salon de la plongée à Paris, du 9 au 12 janvier, et Mayotte y participait pour la 10e fois, et ce fut une participation exceptionnelle cette année, puisque déjà les clubs de plongée, donc les opérateurs, étaient mobilisés, sont venus avec nous. Nous avions 6 clubs de plongée avec nous sur 11 à Mayotte, ce qui est une très bonne chose. Et le salon s'est très bien déroulé avec des retombées qui nous donnent beaucoup d'espoir pour la suite. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Mayotte se défait un peu de son image négative pour peut-être prendre un nouvel essor, notamment grâce à son lagon, enfin ? Ah, complètement. Et comme je disais, c'était un salon vraiment exceptionnel parce que pour la première fois, nous n'avons eu aucune question concernant l'insécurité, la situation géographique. Les gens connaissent, en tout cas le monde des plongeurs, connaissent Mayotte et son lagon. Et ce qui est également rassurant, c'est de voir que 60%
des gens qui étaient déjà venus plonger à Mayotte sont venus quasiment nous voir au salon et nous dire on veut revenir à Mayotte. Donc on devient vraiment l'une des destinations plongées dans la zone océan Indien, mais aussi dans le monde, j'oserais dire. Alors justement, quand on voit un salon de cette ampleur, il y a donc différents opérateurs nationaux, internationaux. Comment on arrive à exister face à peut-être d'autres destinations qui, pour le coup, sont là depuis très longtemps, ont fait, on va dire, plus que démontrer la supériorité de leur offre? Quand on est Mayotte, qu'on est un tout petit département, comment ça se passe? Alors quand on est Mayotte et un tout petit département, comme vous le dites, on insiste, on joue des coudes et surtout on est avantagé. Pourquoi? Parce qu'on a un lagon magnifique, que certaines destinations, même s'ils ont des moyens financiers ou des moyens structurants bien plus importants que nous, mais nous, on a une valeur sûre qui est la qualité de notre lagon et la qualité de nos plongées. C'est ce qui fait d'ailleurs que Mayotte continue à exister, c'est que même les instances nationales en matière de plongée, la Fédération de plongée ou le Comité d'Île-de-France, mais l'année dernière, nous avions, par rapport à ce salon, fait une soirée avec le Comité Île-de-France. Mais ces instances, cette année, sont venues nous revoir et on est en train de mettre des choses en place. On va mettre des choses en place avec ces instances parce que la qualité, la valeur du lagon de Mayotte est reconnue. Maintenant, à nous de nous donner effectivement les moyens pour aller beaucoup plus loin et de profiter du fait que certaines destinations comme l'Égypte ou d'autres ont des difficultés en matière de sécurité pour en profiter et faire notre bonhomme de chemin. Quand vous parlez de moyens, eh bien, parlons-en justement. Le manque d'hébergement, on parle également d'insalubrité, parfois de la cherté du billet. Est-ce que c'est des points qui peuvent trouver à un moment ou à un autre une solution ? Il faut que ces points trouvent des solutions parce qu'effectivement, en termes de promotion, en termes de participation, nous avons le soutien du Conseil général et des opérateurs qui viennent avec nous. Mais maintenant, nous avons effectivement des problématiques structurantes auxquelles il faut faire sauter les verrous pour pouvoir devenir une destination touristique et une destination plongée, puisque parmi les commentaires que nous avions par rapport au public plongeur du salon, c'était effectivement ces deux questions-là qui revenaient souvent, la cherté de la destination, qu'elle soit aussi bien au niveau du billet d'avion qu'au niveau des prestations locales, mais aussi la capacité insuffisante de l'hébergement, ce qui d'ailleurs nous a fait défaut. Il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que les plongeurs, quand ils partent généralement en club. Et les clubs, c'est entre 30 et 40 personnes. Dans le salon, ça faisait mal au cœur, mais parfois, les opérateurs et nous-mêmes CDT, on se retrouvait obligés de dire à des groupes de 40 personnes qu'on ne peut pas vous accueillir. Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de répondre à une demande si elle arrive en fait. Exactement, exactement. Mais je peux ce soir vous rassurer que la question d'hébergement est une question très compliquée. Néanmoins, il y a un travail qui se fait sur le plan local, réunissant les partenaires publics comme privés pour trouver des solutions et j'espère que dans les prochaines années, nous aurons des solutions concernant l'hébergement hôtelier. Aujourd'hui, le tourisme à Mayotte passera donc par la plongée, passera également par l'Allemagne, je pense qu'on l'a bien compris. Ces deux combinés, ça va donner quoi sur le long terme, la plongée et l'Allemagne ? Alors ces deux combinés, ce qui est difficile dans la promotion touristique, parce qu'il s'agit de questions d'image, il s'agit de questions de convaincre les gens de choisir notre destination plutôt qu'une autre. Et la stratégie, le positionnement adopté depuis 2 ans par le comité du tourisme est de mettre l'accent sur la plongée, ce qui est évidente, et mettre l'accent également sur le marché allemand. Pourquoi? Parce que le marché français, nous le voyons avec la crise, a beaucoup de mal à voyager, à réagir, alors que le marché allemand réagit très bien. D'ailleurs, en termes d'actualité, d'information, nous avons fini lundi dernier le salon de la plongée à Paris. Actuellement, depuis vendredi, nous avons une équipe du comité du tourisme en Allemagne, à Düsseldorf, pour participer au Salon Boat, qui est le salon de la plongée en Allemagne. Et au dire et au vu des constats sur le terrain, 2014, nous avons commencé à ressentir les éléments positifs de la clientèle allemande sur Mayotte.
Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup à Michel Hammed. 2015 sera donc l'année du tourisme à Mayotte, si tout se passe bien. On va tout faire pour. Voilà, demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Fabien et à Sébastien. Et puis le dicton du jour à la Saint-Sébastien. Les jours rallongent d'un pas de chien. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivi du journal en maoré. Et puis vous retrouvez le temps de parole consacré à Michel Taillefer. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Nous on se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.